Bonjour à vous. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur l'énergie mécanique. Donc, je vous avais dit cette semaine, on voyait la notion d'énergie. Hier, c'était une petite introduction. Là, on fait directement l'énergie mécanique qui, en fait, hop, dans vos notes de cours, c'est le chapitre 5. Donc, on va juste corriger ça. Et si vous prenez vos notes de cours, c'est au niveau de la page, hop, c'est la page 102, à partir de la page 102 jusqu'à la page 112. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Et il restera un dernier type d'énergie qu'on fera, qui sera la thermodynamique. Donc voilà, donc c'est pas mal ce qu'on fait cette semaine. Regardons un petit peu l'énergie mécanique. Alors, première chose, faut comprendre la notion de masse. La notion de masse, en fait, c'est quoi une masse? Bah, plus un objet a une masse élevée, plus il est difficile de le déplacer. Voilà. Plus un objet va être important, va avoir une masse importante, et plus bah, il pourra conserver son mouvement, on aura du mal à le déplacer. Donc, c'est ce que vous avez besoin de savoir au niveau de la masse. La masse, ça se mesure en kilogrammes. Faites attention, c'est vraiment très 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 important. Donc, voyons voir, si vous avez compris, qu'est-ce qui serait le plus difficile à soulever? Est-ce que c'est 100 kg de plomb ou 100 kg de plus? Je vous laisse 2 secondes. Et bien, au final, les deux sont aussi difficiles à soulever l'un que l'autre. Il faudra la même force. Bien sûr, le plume, qu'est-ce qu'on voit? Bah, le plume va prendre plus d'espace que le plomb. Mais 100 kg de plomb est égal à 100 kg de plume et est aussi difficile à soulever l'un que l'autre. Concept de force. Alors, une force, c'est une cause qui peut faire varier le mouvement d'un objet. Donc, vous avez plusieurs types de forces, hein. Vous avez une tension, une poussée, vous avez la notion de force électrique, force magnétique, etc. Donc, une force, c'est un vecteur. Et donc, quand on a un vecteur, on a besoin de deux informations principales. On a besoin de la grandeur de ce vecteur et on a besoin de sa direction, de son orientation. Voilà. Une force sera pour unité des newtons. L'accélération, je vous l'introduis un petit peu, ça va mesurer la variation de la vitesse d'un objet. Et finalement, bah là, on a défini la notion de force, masse, accélération. Si on utilise la deuxième loi de Newton, toutes les forces qui vont être sur un objet vont être égales à la masse de l'objet fois son accélération. C'est quelque chose qu'on fera moins, mais que vous ferez beaucoup si vous faites le cours de physique de secondaire 5. C'est la base de la mécanique. Bon, une des forces fondamentales que vous avez besoin de connaître, c'est la gravité. Deux objets qui s'attirent l'un vers l'autre. Exemple, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Bah, c'est juste que la Terre et la Lune s'attirent l'une et l'autre avec la force de gravité. La Lune attire l'eau avec la force de gravité. On a le phénomène des marées. Alors, le poids. Le poids, c'est une force. Quand on vous demande le poids de quelque chose, il faut donner une valeur en newton. Faites attention, le poids et la masse ne sont pas la même chose. Et le poids, c'est la force de gravité, mais à la surface d'une planète ou d'un satellite. Donc le poids, c'est la force de gravité que la Terre va exercer sur nous. Et le poids, ça va être égal à notre masse fois petit g. G est une valeur qui va dépendre de la taille de la Terre et qui va dépendre aussi de la masse de la Terre. Donc pour vous, ce que vous devez apprendre, c'est que petit g vaut 9,8. Et ça a plusieurs noms. On peut l'appeler l'accélération gravitationnelle, parce que c'est aussi une accélération. On l'appelle aussi la pesanteur, etc. Donc voilà. Et le poids d'un objet, ça vaudra la masse fois petit g. À noter que quand vous avez un objet en chute libre, donc exemple, voilà, un objet qui est en chute libre, cet objet n'est soumis qu'à son poids.
Il n'y a que la force du poids qui agit et donc l'accélération du stylo valait 9,8. C'est pour ça aussi qu'on parle d'accélération gravitationnelle. Sur la Lune, petit g est 6 fois plus petite que sur la Terre. Bon. Donc voilà. Donc activité 5.2, qu'est-ce que vous pensez? On veut soulever 100 kg sur la Terre ou 100 kg sur la Lune. D'après vous, sur laquelle ça va être plus facile à soulever? Bah, autant les masses vont rester les mêmes, autant le poids, parce quand on soulève un objet, on contre le poids, bah, le poids sur la Terre va être 6 fois plus important que le poids sur la Lune. Donc finalement, bah, sur la Lune, ça va être beaucoup plus facile de soulever une masse de 100 kg parce que son poids va être beaucoup plus petit. Donc voilà. Le travail. Alors, le travail d'une force. Donc, on va prendre une force. Le travail d'une force, ça va être égal à la... Oups, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est ça. Hop. Le travail d'une force est égal à... On va juste... Voilà. On va bien faire le dessin. Très importante formule. Vous avez une force qui va être comme ceci. Vous avez la distance, donc ici, ce serait une hauteur h. Vous faites la force fois la distance et vous avez son travail. C'est-à-dire l'énergie qui est transférée à l'objet, qu'on va donner à un objet. Donc le travail mécanique est un transfert d'énergie. À chaque force qui parcourt une distance, on va associer un travail. Donc complétez les deux phrases suivantes. Plus la force déployée est grande, plus la valeur associée au travail sera grande. Plus on a une force importante, plus le travail est important. Même chose, plus la distance sur laquelle les forces s'effectuent est grande, plus le travail va être important. Alors attention, le travail et le déplacement, pour que ça soit le plus efficace possible, il faut que la force soit parallèle au déplacement. Bah oui, hein, si on mettait une force qui était simplement verticale, bah, ça ne fait pas travailler dans le déplacement qu'on veut. Donc, ce qu'on appelle la force efficace, c'est vraiment la partie parallèle au déplacement. Et pour trouver la force efficace par rapport à la force, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez un angle, n'importe quel angle qu'on vous donne. Ici, par exemple, vous avez la force efficace qui va être égale à F cosinus de θ. Vous appliquez sur Cathora. Donc, maintenant, vous devez être capable de trouver le travail de plusieurs forces. Ça, c'est des petits calculs que vous devez savoir faire. Donc, allons-y. Dans A et B, le travail, la force et le travail sont parallèles, donc il n'y a aucun problème. Pour trouver le travail 100 newtons, la force que je multiplie par la distance, ce qui me donne 10 000. Et comme c'est une énergie, on a déjà vu, bah, c'est des joules. Des newtons fois des mètres, ça donne des joules. Même chose ici, on a un travail de 80 newtons qu'on multiplie par 125 mètres. Donc on prend notre calculatrice. On trouve un travail de 100 000 joules. « 10 000 joules. Pardon, 10 000 joules. Par contre, vous voyez que le petit c, la force n'est pas parallèle au travail. Donc on fait quoi? On fait 100. On veut trouver la force efficace cosinus de 50 qu'on va multiplier par la distance qui vaut 100. Je vérifie juste que je suis bien en degrés. Je me mets en degrés. Voilà, 50 fois cosinus, pardon, 100 fois cosinus de 50. Voilà, ça marche mieux, fois 100. 6427 joules cette fois-ci. Donc si on a incliné notre force,
qui est pourtant la même force qu'aura, bah, on perd de l'efficacité. Et ça se calcule très bien. Ça, c'est des calculs que vous aurez à faire. C'est exactement ces questions-là qu'on va vous poser dans les petits quiz. Ça se fait très très bien. Travail et énergie. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, une force, ça va créer un travail et ce travail, c'est un transfert d'énergie. Donc, exemple, la force du moteur, donc l'énergie qu'il y a dans le moteur, ça fait tourner la roue, ce qui appuie sur le sol et le sol vous fait avancer. Donc, l'énergie que vous avez dans le moteur, elle est transformée en quoi? Elle va être transformée en énergie cinétique, en énergie du mouvement. Le travail du moteur, donc c'est quoi? Bah, c'est prendre l'énergie thermique de l'essence et la donner en tant qu'énergie cinétique. Donc voilà, ça c'est très important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Donc l'énergie, on sait que c'est quelque chose qui se conserve. L'énergie finale d'un objet, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à son énergie initiale plus le travail qu'on lui donne. Le travail est un transfert d'énergie. J'aime bien dire que l'énergie, c'est un compte et le travail, c'est un transfert. Donc c'est un débit ou un dépôt. Donc voilà, il ne faut pas confondre travail et énergie. Quelques types d'énergie que vous avez ici et ici. La différence, mon objet qui est ici. Donc si on considère que là, je n'ai pas d'énergie, je le monte, je fournis un travail, je l'ai monté. Maintenant, mon objet, il peut tomber parce qu'il a acquis de l'énergie potentielle gravitationnelle. Comment je calcule cette acquisition d'énergie potentielle gravitationnelle? Qu'est-ce que je fais? Bah, la force que j'ai contrée, c'était le poids, mg, puis je l'ai monté d'une certaine hauteur. Donc, je lui ai donné comme énergie mg fois h. C'est ce qu'on appelle l'énergie gravitationnelle UG. Donc, je pars de 0, je le monte d'une hauteur h. Maintenant, mon crayon a accumulé de l'énergie, je le lâche. On voit, il retombe. Pourquoi il a retombé? Bah, parce qu'il avait de l'énergie en lui. Donc vous pouvez réfléchir un petit peu à ça. Alors, un treuil électrique effectue un travail mécanique pour soulever une charge de 3 kg sur une hauteur de 3 mètres. Remplissez le tableau suivant qui fait le bilan énergétique de la situation. Bon, voyons voir. Donc, le travail mécanique, on peut le calculer 3 fois 10. 3 fois 9,8, excusez-moi, ça c'est le poids. Donc on vient de trouver le poids. 3 kg fois 9,8 fois 10. Donc ici, 3 fois 9,8 fois 10, on va avoir 294 joules. Donc on peut le marquer, on a 294 joules. C'est un travail. Ce travail, il est donné, donc si au départ, on suppose qu'on n'a pas d'énergie stockée dans la charge, on considère qu'ici on est à 0 mètre, donc on n'a pas d'énergie gravitationnelle, bah, le travail qu'on donne ici va aller permettre d'avoir de l'énergie gravitationnelle, UG. Et cette énergie gravitationnelle, bah, elle correspond à quoi? Bah, comme on a vu, initialement j'avais 0, plus 294 joules, et bah, mon énergie finale va être égale à 294 joules. Voilà, j'ai transféré 294 joules à mon poids. L'énergie électrique, bah, l'énergie électrique consommée, c'est l'énergie, c'est le travail mécanique qu'on a fait, donc c'est 294 joules. Quelle supposition doit-on faire pour remplir le tableau? On a supposé qu'il n'y avait pas de perte, qu'on avait un rendement de 100%, c'est-à-dire pas de frottement au niveau de la corde, pas de résistance de l'air, etc., etc. Parce que s'il y a du frottement, bah, le moteur doit fournir un petit peu plus d'énergie pour aller compenser ces pertes-là. Bon, l'énergie cinétique. Quand vous avez un objet qui a une vitesse, bah, il possède une énergie. Et oui, plus votre vitesse est importante, plus il est difficile d'arrêter l'objet.
Comment ça s'explique? Tout simplement avec la deuxième loi Newton. La force, on la multiplie par la distance, ça va nous donner le travail. De l'autre côté, la masse fois l'accélération fois une distance. Accélération fois une distance, ça va correspondre finalement à une vitesse au carré. Je ne vous fais pas la démonstration, mais c'est cette partie-là que on part de F est égal à MA. On multiplie à gauche par la distance, ça va donner le travail. Et on multiplie. Donc ça, c'est le travail d'une force. Et à droite, ça va donner masse, l'accélération fois votre déplacement. L'accélération fois le déplacement, pour le démontrer, ça donnerait du V carré, mais ça, c'est relié à un déplacement. Donc, dès que vous avez une vitesse, vous avez de l'énergie. Donc vous devez être capable de le calculer. Et puis, bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que regardez le problème. Si vous regardez tous vos... si vous regardez toutes vos situations, petite voiture rapide, VUS modéré, petite voiture modérée avec un camion lent, s'il y en a un qui se plante contre un poteau, lequel devrait être le plus cassé? Ben là, on voit. Donc, 1,5 fois 1000 fois 30 au carré. 450 000 pour la petite voiture, mais qui va à une haute vitesse. On prend le VUS. Donc, 1,5 fois 2000 fois 15 au carré, 225 000. Et même en prenant le camion 0,5 fois 1000, 10 000, pardon, excusez-moi, fois 8 fois 8, il n'aura que 320 000. On voit bien que c'est la vitesse, parce que comme la vitesse est au carré, qui joue beaucoup. Donc dans les accidents, pourquoi on vous dit la vitesse joue beaucoup? À cause justement de l'énergie cinétique, parce que ça joue au carré. Et donc diminuer votre vitesse pour avoir le plus de chances de survivre. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous devez être capable de faire ces calculs-là. On a déjà quasiment fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La notion de puissance. La puissance, c'est l'énergie transformée divisée par le temps, ou le travail divisé par le temps. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter une machine, on ne va jamais vous donner l'énergie. Ça dépend de votre utilisation. Ce qu'on vous donne, c'est sa puissance. Bon. Pour faire un travail, vous pouvez utiliser moins de force. Si vous utilisez moins de force, vous allez mettre plus de temps. Vous pouvez agrandir la distance, etc., etc. Mais si vous agrandissez la distance, vous allez mettre plus de temps, donc vous aurez une puissance qui est moindre. Donc pour faire le même travail, si on divise le temps par 2, on multiplie la puissance par 2. La puissance, ça va s'exprimer en watts. Le travail, c'est en joules. Et le temps, c'est en secondes. Un seuil électrique est utilisé pour soulever une charge de 50 kg. La puissance du treuil est de 150 watts. Combien de temps faudra-t-il pour que la charge soit soulevée à une hauteur de 8 mètres? Alors, le travail que vous allez faire, c'est quoi? C'est 50 kg fois 9,8. Donc ça, c'est le poids fois 8 mètres. 50 fois 9,8 fois 8 mètres, vous avez besoin de 3920 joules. Ça, c'est l'énergie que vous avez besoin, l'énergie que vous devez transférer à la masse pour qu'elle monte. Maintenant, vous savez que la puissance du treuil est de 150 watts, donc vous faites 3920 divisé par 150, vous allez trouver que ça va être soulevé en 26,1 secondes. Si on avait eu quelque chose qui était de 300 watts, ça aurait été 2 fois plus rapide, on aurait trouvé 13 secondes. Donc voilà à quoi vous sert la notion de puissance. Dernière partie, c'est la notion de rendement.
c'est que votre moteur, il ne va pas transférer à 100% l'énergie pour soulever la masse. Il y a une partie qui va aller dans le frottement entre la corde et la poulie, par exemple. Et cette énergie-là va être dégagée sous forme de chaleur. Donc, on va la perdre, elle ne va pas être efficace. Donc, ce qu'on va considérer comme, si on reprend le cas du treuil, on reprend un exemple. L'énergie entrante, c'est l'énergie électrique. Donc, c'est l'énergie que vous allez avoir dans votre moteur. Et une partie de cette énergie seulement, il y a juste une petite partie, il y a une partie qui va aller soulever, puis tu as une partie qui va être perdue sous forme de chaleur. Donc l'énergie sortante, c'est votre travail. Donc l'entrante, c'est souvent l'énergie électrique, l'énergie du moteur. La sortante, c'est le travail. Donc on peut facilement connaître les deux. On pourrait vous donner l'énergie entrante, on pourrait vous donner l'énergie sortante que vous avez besoin. Et finalement, vous pourriez aller voir quel est le pourcentage de l'énergie qui a bien été transformée. C'est ce qu'on appelle le rendement. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo et ce chapitre-là. Les exercices que vous avez à faire ressemblent tout à fait aux activités qu'on vient de faire.